Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur du petitjournal.com. Certains me connaissent déjà. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes nombreux à vous être inscrits pour assister au webinaire sur la thématique toutes les questions que vous posez sur votre fiscalité en expatriation, donc une thématique très, très importante, très brûlante. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous 3 experts de nos amis de la Banque Transatlantique. Donc Cédric Figlioni, qui est le directeur du bureau de représentation de la Banque Transatlantique à Singapour, Bertrand Cosson, qui est directeur de l'ingénierie patrimoniale France Banque Transatlantique, et Pierre Carpentier, qui est le directeur du développement et de la finance durable chez Dubly Transatlantique Gestion. Donc, merci messieurs. Je vais vous passer la parole dans un instant. Je voulais juste, les internautes, donc vous rappeler qu'on est parti pour 1 heure ensemble. Vous aurez la possibilité, bien entendu, de voir ce webinaire en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, ou si vous avez raté une partie, ou si vous voulez le revoir, ou si vous voulez également, évidemment, le recommander à certains de vos amis et vous pourrez facilement leur envoyer évidemment le lien. Et le but évidemment aujourd'hui, c'est de répondre à toutes vos questions sur cette thématique, sur ce sujet, puisqu'on a la chance d'avoir nos experts avec nous. Donc vous avez un petit onglet questions qui est en bas à droite, avec une petite cartouche poser une nouvelle question. Donc, je vais vous mettre un petit bonjour. Hop, voilà. Si je ne mets pas mes lunettes, je crois que je vais taper à côté des touches. Voilà, c'est mieux comme ça. Poser une question. Voilà. Donc, du coup, on va se servir de ce petit onglet comme fil de chat. Et surtout, évidemment, posez vos questions. Déjà, dites-nous un petit peu où vous êtes. Faites-nous un coucou. Est-ce que vous êtes à Singapour? Est-ce que vous êtes en Indonésie, au Cambodge ailleurs, en France, enfin bref, faites-nous savoir un petit peu où vous êtes, utilisez le petit onglet poser une nouvelle question pour qu'on puisse faire connaissance et puis toujours un petit peu voyager, donc on sera ravis évidemment dans un second temps de répondre à vos questions, mais déjà de voir un petit peu où vous êtes. Je vais commencer par passer la parole à chacun d'entre vous, messieurs, pour vous laisser vous présenter et nous dire un petit peu qui vous êtes. On a déjà Séverine qui est à Singapour. Bonjour Séverine. Cédric, je te passe la parole en premier pour te laisser te présenter en quelques mots. Alors, j'ai l'impression que Cédric a des petits soucis de connexion et notamment, il a perdu le son. On a l'image, mais pas le son. Il nous a mis un petit message à l'instant. Ah, ok, je n'avais pas vu. Alors, du coup, Bertrand, on va commencer. Alors, j'entends… je ne sais pas si vous m'entendez. J'entends Bertrand quand tu parles. J'entends pas Hervé. Ah, d'accord. On t'entend là. On t'entend, Cédric. Donc là, c'était si tu veux te présenter, si ça fonctionne. Et puis après, on passe la parole aux autres. Ouais. Bien, merci, désolé pour ce détail technique, j'entendais pas. Cédric Figliolini, donc directeur du bureau de représentation à Singapour, c'est l'une de nos implantations. On en a 10 dans le monde et donc on est proche, je crois que la plupart d'entre vous se connectent depuis l'Asie, donc Cédric Figliolini. On rayonne sur Singapour et les 10 pays autour, donc la zone ASEAN. Parfait, Bertrand. Voilà. Oui, donc moi je suis Bertrand Cosson, je suis directeur de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Transatlantique à Paris. Donc moi je suis à la fois des clients et je manage l'équipe qui est en France et puis on a aussi quelques collègues en Belgique et au Luxembourg. Donc à votre disposition pour répondre aux questions fiscales. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis Pierre Carpentier, je représente Dubly Transatlantique Gestion, qui est la société de gestion d'actifs cotés de la Banque Transatlantique, où j'occupe le poste de responsable du développement et de la finance durable. Je serai ravi de répondre à vos questions sur effectivement tous les éléments qui ont trait au marché financier et au placement en bourse. Merci de votre accueil. Super, merci. Allez, on a Philippe qui est en Thaïlande, Frédéric qui est aussi en Thaïlande, Michel à Singapour. Faites-nous signe les internautes et puis commencez, préparez vos questions parce que donc je vous rappelle avec le petit onglet questions qui est en bas à droite, posez une question. Je ne sais pas Cédric si tu m'entends de nouveau. Non ? J'ai l'impression que Cédric ne m'entend pas. Alors, c'est embêtant parce que je ne sais pas pourquoi, parce que Bertrand et Pierre, vous m'entendez bien, vous? Très bien. Ça fonctionne parfaitement pour nous. On va juste peut-être mettre… donc, Cédric, tu nous entends? Quand moi, je parle, moi, oui. Je t'entends, Bertrand. Je n'entends pas Hervé. Il faut peut-être que je vais me faire le relais d'Hervé rapidement. C'est que, voilà, là, si tu veux présenter la Banque Transatlantique, et puis ensuite, on passera aux questions. Parfait. Alors, la Banque Transatlantique, c'est
Nous, on a une mission, c'est d'accompagner nos clients. C'est quelques dizaines de milliers de clients répartis sur 170 pays. On fait ça depuis quelques années maintenant. La Banque Transatlantique est une vieille dame, 142 ans. On fait ça depuis 1881. Et l'idée, c'est de accompagner nos clients. Alors, je rappellerai peut-être la particularité de la Banque Transatlantique, c'est d'être une structure à taille humaine. C'est 440 collaborateurs. Ça va nous permettre de proposer des solutions pointues, spécifiques, personnalisées pour nos clients. Et pour autant, on appartient à un grand groupe, c'est le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Là, pour le coup, on a 28 millions de clients. On va pouvoir aller puiser dans l'offre, dans la solidité du groupe avec les meilleurs ratios de la place, et on va pouvoir créer des synergies dont on va faire profiter également nos clients. Donc voilà la mission. Et puisqu'on parle de mission, peut-être rappeler aussi qu'on a été la première banque à se doter du statut d'entreprise à mission en 2020, qui prévoit 15 engagements concrets par rapport à l'ESG, l'environnement, le social et le gouvernemental. Alors peut-être, on avait peut-être des questions, mais comme j'entends pas, je vais peut-être répondre directement aux 4 questions. En fait, on se demande, la question a été de savoir comment la Banque Transatlantique va accompagner ses clients non résidents. Je précise que justement, ça c'est un des grands métiers de la Banque Transatlantique, puisque la Banque Transatlantique, et quand on dit non résidents, on peut même préciser les Français de l'étranger. C'est un de nos grands métiers. Il y en a d'autres. Il y a la philanthropie, il y a l'actionnaire manager, et c'est la patte, l'ADN de la Banque Transatlantique de pouvoir accompagner ses clients non résidents, ses compatriotes français qui vivent à l'étranger. Je crois que c'est votre cas. Alors comment on le fait? Eh bien d'abord, c'est en étant proche de ces communautés de Français qui vivent à l'étranger, en étant proche d'ailleurs de ces acteurs qui sont eux-mêmes proches de ces communautés de Français. Je crois que la meilleure illustration ici, c'est ces relations qu'on entretient avec le Petit Journal. Hervé, on est ravis de ces collaborations avec le Petit Journal parce que vous avez des échanges privilégiés avec vos lecteurs. On le fait avec d'autres réseaux, l'Union des Français de l'étranger, on le fait avec l'accueil Singapour qui appartient au réseau FIAF, on le fait avec French Founders. Donc c'est déjà être proche de ces clients. Ensuite, on va les comprendre, essayer au maximum de comprendre leurs attentes. Et en ce sens, on peut peut-être rappeler le sondage qu'on fait avec Opinionway, qui est un partenariat pour aller là encore chercher quelles sont les velléités, les inquiétudes, peut-être les liens avec la France de ces clients de l'étranger. Une fois qu'on est proche, qu'on a compris leurs attentes, on développe une offre spécifique, et on va en avoir un exemple avec Bertrand Cosson et Pierre Carpentier, c'est de mettre en exergue, de mettre en place une offre spécifique. Et donc, on a développé aujourd'hui un métier de banque privée qui est complet, où on va aller accompagner nos clients sur tout ce qu'on peut attendre d'une banque privée, du financement, de la gestion d'actifs, de l'ingénierie patrimoniale, donc une offre complète et sophistiquée. Alors, je me fais les questions aussi peut-être parce que je les entends pas, mais je finirai ensuite là-dessus. C'est qu'on se demandait quel était l'intérêt de choisir sa banque en tant que non-résident. J'ai parlé de l'offre spécifique. Il faut peut-être aussi rappeler le cadre réglementaire qui devient de plus en plus contraignant. Il y a un paradoxe aujourd'hui où on pense que le monde s'internationalise et pour autant le cadre réglementaire, je pense à FATCA, l'échange informatique automatique d'informations, il faut déjà bien que la banque puisse maîtriser ce cadre réglementaire pour ne pas se mettre en risque les clients et puis ensuite avoir cette offre adaptée comme je le disais et puis être capable de répondre aux questions légitimes que vous allez vous poser par rapport à quand vous êtes en face d'un banquier. Il faut qu'il puisse apporter des réponses claires et précises aux questions que vous posez. Je pars de France, est-ce que je clôture mon PEA? Est-ce que je peux avoir un prêt en tant que non-résident fiscal français? Est-ce que je change de résidence et de pays? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, c'est ces questions qu'il faut pouvoir appréhender et obtenir des réponses claires. Et puis, je finirai là-dessus, peut-être, c'est le dispositif international qui nous permet d'être proche de nos clients que je voudrais mettre en avant. Donc, je disais 10 implantations dans le monde. On est présent à Singapour, Hong Kong, on est présent en Europe avec la Belgique, le Luxembourg, le UK, les États-Unis et le Canada. Et pour ma part, donc je suis basé à Singapour avec il y a 2 collaborateurs, Priscilla Xavier et moi-même, Cédric Filioni. On sera ravis de répondre à des questions maintenant ou plus tard ultérieurement. Voilà.
Parfait. Merci Cédric. Je suis désolé que tu ne m'entendes pas, mais bon, tu as fait une très très bonne présentation et Bertrand anime très bien également, donc c'est parfait. Allez les internautes, posez bien vos questions. On a la chance, surtout que Cédric vous entend, donc il pourra vous lire. Donc posez bien évidemment vos questions à nos trois experts sur ce sujet de la fiscalité, également la gestion de votre patrimoine et toutes les questions qui pourraient avoir trait à vos placements financiers et à votre banque privée. Je vais te passer la parole, Bertrand, en premier, si tu veux bien. Peut-être pour déjà nous rappeler un peu le cadre. Finalement, qu'est-ce que c'est un non-résident fiscal? À partir de quel moment est-ce qu'on est un non-résident fiscal? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous redéfinir un peu ça? Oui, très bien. En effet, c'est la question, on va dire, fondamentale, quand même, de savoir si on est résident ou non résident, puisqu'après, découle justement beaucoup d'obligations fiscales différentes, selon qu'on est résident ou non résident. Globalement, c'est en fait, il y a les critères français qui prévoient des conditions pour être résident de France. Et donc, à contrario, si on ne respecte pas ces conditions, on sera considéré comme non résident de France. Ça, c'est, on va dire, la première chose qu'il faut regarder. Est-ce qu'on respecte ou pas un des critères? C'est un critère suffit pour être considéré comme résident fiscal de France. Les critères sont le foyer, et à défaut de foyer, mais c'est très rare qu'un client n'ait pas de foyer fiscal, à défaut de foyer, on va regarder le lieu de séjour principal. Et c'est là où on a les fameux critères des 183 jours, où il y en a beaucoup de clients qui nous disent souvent moi, je passe plus de 183 jours hors de France dans l'année civile, donc je suis non-résident, je suis tranquille. Non, c'est vraiment très court de raisonner comme ça, parce que vous voyez déjà, si on n'a pas de foyer, on va regarder le nombre de jours. Si on a un foyer en France, on ne va même pas calculer le nombre de jours. Donc ça, vous voyez, c'est déjà le premier critère. Deuxième critère, c'est est-ce qu'on a une activité professionnelle principale en France? Donc là, c'est un petit peu plus simple. Et le troisième critère, qui est un peu plus flou parfois, notamment pour les Français qui se délocalisent, c'est est-ce qu'on a un centre des intérêts économiques en France? Donc en gros, si j'ai ni foyer en France, ni activité professionnelle principale en France, ni centre des intérêts économiques en France, centre des intérêts économiques, après on pourra répondre à des questions plus précises, mais c'est le lieu des principaux investissements, le lieu de la principale source des revenus. Donc si j'ai aucun des trois critères, je suis considéré comme non résident. Mais c'est vrai qu'à part des expatriés éventuellement qui coupent vraiment beaucoup de liens avec la France, c'est pas toujours évident de ne respecter aucun de ces trois critères. Par exemple, des fois on s'expatrie et puis la famille reste en France dans un premier temps. Et donc là, tout de suite, on a quand même toujours un foyer en France, puisque le conjoint et les enfants mineurs, par exemple, sont restés en France. Donc là, il y a une question, en effet, de domicile fiscal. Donc ça, c'est le côté français. Après, bien évidemment, il y a des critères du pays d'accueil. Est-ce qu'on respecte les conditions de résidence du pays d'accueil? Donc là, chaque pays a ses propres particularités. Justement, des fois, dans certains pays, c'est des critères de jours. Si je passe plus de 183 jours sur une année, je peux être considéré comme, par exemple, toute l'année résident du pays. Mais là, il faut vraiment regarder au cas par cas. Singapour n'a pas forcément la même définition que Hong Kong et ainsi de suite. Et si jamais on est considéré comme résident des deux États, il va falloir regarder la convention fiscale entre la France et cet État qui va trancher le conflit de résidence. On ne peut pas être résident des deux États, on ne peut pas non plus être résident des zéro États. C'est la convention qui va déterminer si, dans quel État on est résident. Et en général, il y a des critères là aussi, ça peut changer d'une convention à l'autre. Mais en général, c'est le foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel et parfois, en dernier lieu, la nationalité. Mais vous voyez, là aussi, point important, la nationalité est vraiment un critère très, très, très accessoire en matière fiscale. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long, mais c'est un préalable important, puisque quand on est non-résident, on va déclarer que ses revenus de source française, mais pas ses revenus étrangers, alors que quand on est résident français, on doit déclarer ses revenus mondiaux. Donc ça, évidemment, ça change énormément de choses de savoir si on est résident ou pas.
D'accord. C'est très clair, Bertrand. Est-ce que peut-être tu peux nous dire quels sont les points de vigilance qu'il faut connaître en matière fiscale quand on est non-résident? Donc, par exemple, je suis parti m'expatrier, je suis à Singapour ou au Cambodge, par exemple, ou en Thaïlande, peu importe. Quels sont vraiment les points auxquels je dois être très attentif? Il y en a beaucoup, mais on va dire les points principaux, c'est déjà en effet d'analyser, de faire quand même un genre de bilan patrimonial, si on peut dire, pour déjà analyser est-ce qu'on a encore des revenus de source française, est-ce qu'on a gardé un bout de salaire en France, par exemple. Nous, on a quand même pas mal de cadres dirigeants de sociétés qui donc s'expatrient, ils ont un salaire sur place, mais parfois, ils ont gardé quand même une rémunération aussi en France. Donc voilà, quel est l'impact éventuellement de cette rémunération. Après, il y a bien évidemment le statut aussi du conjoint, j'en ai parlé tout à l'heure, à la fois pour la résidence, est-ce que le conjoint a lui aussi une activité éventuellement professionnelle en France qu'il aurait pu conserver aussi. Alors c'est vrai, c'est moins vrai avec l'Asie qu'avec la Belgique, parce que c'est compliqué sans doute de conserver une activité professionnelle à 10 000 km par rapport à quelques centaines de kilomètres, mais ça peut quand même arriver. Nous, on a notamment quelques cas de figure on va dire, de couples mixtes fiscalement avec un résident, un non-résident sur du long terme. Et ensuite, d'analyser en effet tous les revenus patrimoniaux. Est-ce que j'ai des revenus immobiliers? J'avais une résidence principale. Est-ce que je la loue en location nue, en location meublée? Enfin, voilà, tous ces aspects qui vont rentrer en ligne de compte. Bien évidemment, les comptes titres. J'ai un compte titre à la Banque Transatlantique à Paris. Je deviens résident de Singapour, là où est Cédric. Qu'est-ce qui se passe sur ce compte titre? Est-ce que j'ai des formalités particulières? Oui, déjà, il va falloir indiquer à la banque que vous êtes devenu résident de Singapour, parce que nous, ensuite, on va paramétrer le compte. Et pour vous donner un exemple concret, déjà, par exemple, les prélèvements sociaux, les 17,2%, vous les aurez plus en tant que non-résident. Alors qu'avant, vous étiez à 30%, potentiellement à la flat tax. Là, vous passez de 30 à 12,8%, par exemple, sur des dividendes. Sur des intérêts, vous allez passer de 30 à 0% si le compte est bien paramétré. Et puis après, il y a beaucoup de choses après des fois un peu plus complexes. Est-ce que vous avez des stocks options, des actions gratuites? Est-ce que vous avez des contrats d'assurance vie? Et puis évidemment, toujours, c'est là où Cédric et les conseils locaux qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il y a aussi des impacts, bien sûr, dans le pays de résidence, parce qu'il n'y a pas que la France, et est-ce que ça va être taxé aussi et comment dans le pays de résidence? Parfait, très bien. Merci Bertrand. On va prendre les premières questions des internautes. Posez bien vos questions. Je ne sais pas, est-ce que Cédric, tu m'entends maintenant de nouveau? Du coup, on ne t'entend plus. Par contre, ça c'est embêtant, c'est qu'on ne t'entend plus, Cédric. Donc, tu réactives ton micro, je pense. Ouais, super. Voilà. Ça y est, je t'entends, Hervé, c'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, parfait. Mais tu t'en es très bien tiré. C'était parfait. Tu nous as fait une parfaite présentation. Et Bertrand a parfaitement modéré. Donc, on s'en est bien sorti. Allez, on va prendre les premières questions des internautes. J'ai une question de Michel qui est à Singapour et elle demande pour un objectif à 6-10 ans pour sa retraite, sur quoi faudrait-il investir en France en ce moment sans prendre de risques? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce que c'est toi, Cédric, qui veut répondre dans un premier temps? Et puis Bertrand, après, peut-être plus aussi sur la question fiscale. C'est plutôt financier, et après je pourrais éventuellement faire un petit aparté fiscal. C'est ce que j'imaginais. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, donc 6 ans, c'est un horizon qui est relativement moyen, voire long terme. Aujourd'hui, c'est une durée minimum que nous recommandons sur les placements actions, puisque les placements actions sont les placements qui, sur la longue période, rémunèrent le plus. J'ai par exemple sous les yeux justement l'évolution des grands marchés internationaux depuis 5 ans. Et donc, on observe que par exemple, sur 5 ans, en euros, dividendes réinvestis, le CAC 40 a progressé de 48%. Et le marché américain, qui est l'une de nos spécificités, de nos compétences et de nos savoir-faire, progresse de 88%. Donc ça, c'est une première chose. Il y a des actifs qui, sur le long terme, rémunèrent plus, avec toutefois parfois plus de volatilité. Il y a aujourd'hui d'autres éléments plus sécurisants qui viennent permettre à l'épargnant de diversifier ses structures d'allocation d'épargne, notamment suite à la remontée des taux d'intérêt en Europe, mais également dans le reste du monde. Les banques centrales, comme vous le savez aujourd'hui, remontent les taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation qui est en place depuis maintenant environ 2 ans sur l'ensemble de la planète. Et donc aujourd'hui, pour vous donner les ordres de grandeur, un placement en OPCVM monétaire, qui est donc le placement le moins risqué sur l'échelle des placements que nous travaillons à la société de gestion, puisque je rappelle que je me cantonne sur les marchés cotés organisés, eh bien aujourd'hui, on a des rendements actuariels qui frisent les 4%. Ce qui est intéressant, ce qui est assez paradoxal aujourd'hui, c'est que la partie la plus longue de la courbe de la dette rémunère moins que le cours. C'est une situation qui est relativement anormale. Mais donc aujourd'hui, effectivement, vous avez la dette à 10 ans française qui vous rémunère au-dessus de 4%.
Et donc, effectivement, on a donc la possibilité d'aller sur différents facteurs, différents supports. Mais nous restons dans la gestion convaincus que le placement de long terme, pour celui qui effectivement souhaite préparer une épargne pour demain et qui n'a pas besoin des liquidités tout de suite, ça c'est fondamental, doit privilégier effectivement le placement action. Bertrand, est-ce que tu veux aborder voilà, un petit complément fiscal par rapport au support que Pierre vient d'énoncer. Sur les actions, c'est vrai que après, vous avez des actions françaises, vous avez des actions, bien sûr, internationales. Si on prend un exemple d'action française, en tant que non-résident, vous allez être fiscalisé en gros sur les dividendes à 12,8% en France, mais vous ne serez pas imposé sur les plus-values. Donc là, vous voyez qu'en tant que non-résident, c'est quand même intéressant, y compris donc, sur des actions françaises. Donc ça, c'est quand même le point intéressant. Deuxième chose, sur des SICAV monétaires, donc à 4% en ce moment, là, des SICAV monétaires, c'est en général des SICAV dites de capitalisation. Ça veut dire qu'elles capitalisent le revenu. Et donc, pour toucher le revenu, il faudra vendre tout ou partie des parts de SICAV. C'est un genre de société d'investissement, si on peut appeler ça comme ça, un fonds d'investissement plus exactement. Et là, vous n'êtes pas fiscalisé en France sur la vente de vos SICAV monétaire en tant que non-résident de France. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est sans application de la Convention. Ça veut dire que là, tout ce que je dis là est vrai pour tous les non-résidents, qu'on soit à Singapour, à Hong Kong, en Thaïlande ou dans n'importe quel autre pays. Et c'est vrai qu'en tout cas, sur la fiscalité, notamment de Singapour et de Hong Kong, qu'on fait le plus, parce que c'est là où on a les bureaux de Cédric à Singapour, en général, sur ce type de placement, il n'y a pas de fiscalité en local. Donc là, on a quand même on va dire, un genre de paradis fiscal de non-résidents, vous voyez, même si les actifs sont français. Okay. Effectivement, c'est à prendre en compte. C'est un sacré différentiel. Une question de Frédéric. Peut-être, Cédric, tu vas pouvoir aider Frédéric. Alors, si je comprends bien sa question, il veut ouvrir un site de e-commerce depuis la Thaïlande, puisqu'il est basé en Thaïlande, sur le marché français et européen. Et il demande, puis-je ouvrir mon entreprise en ligne n'importe où dans le monde ou en Thaïlande, et il ne dispose plus d'adresse en France. Donc, il vit en Thaïlande. Quelle serait ta recommandation, Cédric, par rapport à toi qui as l'habitude de côtoyer beaucoup d'entrepreneurs? Et peut-être Bertrand aussi, on abordera un peu aussi cette dimension fiscale. Vu qu'il est basé en Thaïlande, même s'il fait des ventes en France et en Europe, quel serait son intérêt? Alors, difficile de répondre à ça. Je précisais qu'en tant que banque privée, nous, c'est plutôt le patrimoine privé des gens, même on gère effectivement des entrepreneurs pendant la durée de vie de leur société, après cession, etc. Donc, c'est plus la fiscalité du patrimoine privé. Donc, difficile à répondre à cette question, mais on peut tout à fait l'accompagner avec des interlocuteurs. Dans le groupe, justement, je parlais des synergies avec le groupe. Eh bien, on a des interlocuteurs CIC qu'on peut solliciter. Par contre, une petite réserve sur le fait de cette fiscalité, elle devra s'appliquer. Et là, je laisserai ensuite la parole à Bertrand, mais c'est vrai que dès lors qu'il y a une activité dans un pays, la fiscalité du pays va devoir s'appliquer et il faudra appliquer une taxation relative à l'activité dans tel ou tel pays, même si c'est une activité en ligne. Peut-être que là, Bertrand, tu peux… Oui, tout à fait. Tu as très bien répondu. C'est le réflexe, en effet, qu'il faut avoir. C'est qu'on est, en principe, que ce soit dans les règles des pays ou les règles des conventions fiscales qui peuvent là aussi éventuellement modifier un petit peu les choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est taxé au lieu d'exercice de son activité professionnelle. Ça veut dire que si vous êtes basé, comme vous le mettez, en Thaïlande et que votre activité d'e-commerce est faite en Thaïlande, enfin en tout cas sur une base de Thaïlande, c'est la Thaïlande qui va vous fiscaliser. Alors soit en tant qu'entrepreneur individuel, en général en direct, voilà, sans doute au barème de l'impôt thaïlandais. Et par contre, si vous créez une société pour faire votre activité, là, vous serez sans doute à l'impôt sur les sociétés thaïlandais, qui peut des fois avoir peut-être des régimes de faveur pour certaines aussi sociétés dans le e-commerce. Mais voilà, globalement, les raisonnements, en tout cas, ils vont être exactement ceux-là. Très bien. Là, on a une question de Julien qui demande, en ce qui concerne la fiscalité des droits de succession, il dit qu'il n'y a pas de droit de succession à Singapour. Il dit, j'imagine qu'il vaut mieux maintenir son foyer fiscal à Singapour par rapport à la France, surtout s'il a des investissements à Singapour, par exemple dans l'immobilier.
Oui, tout à fait. C'est clair que voilà, Singapour est très intéressante sur le plan des droits de succession, puisqu'en effet, il n'y en a pas. Il y a des droits de succession toujours en France, pas pour les conjoints, mais par contre pour les enfants, ça peut en effet être assez cher, puisque ça va jusqu'à 45% de taux d'imposition pour les très gros patrimoines. Donc voilà, donc c'est en effet, il y a deux pays très différents en matière de droits de succession. Et le point important aussi, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de convention fiscale entre la France et Singapour en matière de droit de succession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France a le droit d'appliquer toutes ses règles internes sans avoir de limitation par la convention fiscale. Donc par exemple, je prends un exemple, si jamais vos enfants à un moment viennent en France, au bout de 6 ans de résidence fiscale en France, ils vont pouvoir être taxés mondialement. Ça veut dire que même s'ils reçoivent de votre part, vous êtes toujours à Singapour, vous avez un bien immobilier à Singapour et vous le donnez à vos enfants, si les enfants ont 6 ans de résidence fiscale en France, vous voyez, ils vont être taxés en France. Parce qu'il y a une règle en France qui taxe aussi les donataires ou les héritiers dès lors qu'ils ont au moins 6 ans de résidence fiscale en France. Auquel cas, votre donation, si jamais un des enfants, je ne sais pas, vient faire ses études en France, je ne sais pas votre situation, mais là, typiquement, ce serait plutôt intéressant de faire la donation, soit avant qu'il devienne résident, ou en tout cas dans les 6 ans de la résidence fiscale en France. Voilà, pour vous donner un petit exemple. D'accord. Et là, tu as parlé, Bertrand, de Singapour, mais par exemple, si on est en Thaïlande ou dans d'autres pays, ce qu'il faut, c'est regarder s'il y a une convention fiscale sur ce point-là, c'est ça? Exactement, mais globalement, dans la zone asiatique, il n'y a pas de convention en matière de droit de succession avec la France. Par contre, il y a certains pays d'Asie comme Singapour qui prennent 0 de droit de succession. Par contre, il y en a d'autres qui taxent les successions. Donc, c'est là où il faut faire attention parce que tous les pays ne sont pas aussi, on va dire, privilégiés en droit de succession que Singapour. Ok, super, c'est très clair. Juste un petit commentaire, pardon, sur cette question. J'invite Julien à se rapprocher de nous. Le prochain point qu'on fera, la prochaine intervention, conférence, le 14 novembre, parlera et traitera du droit de la famille, donation, succession. Donc voilà, il peut se rapprocher de nous. On sera ravis de l'intégrer dans cette conférence le 14 novembre. Parfait, super. Allez, une question de Philippe qui est retraité en Thaïlande, donc il perçoit sa retraite, ses retraites en France et il a des revenus immobiliers également. Il dit, j'ai pas vu de différence marquante dans mon imposition. Il dit que devrait-il en être des prélèvements sociaux qui sont restés inchangés? Alors je pense qu'en fait, il considère qu'il est prélevé de la CSG CRDS, j'imagine, alors qu'il devrait mon résident. Oui. Malheureusement, mauvaise nouvelle pour Philippe, c'est a priori normal. Parce qu'en effet, il y a eu, vous le savez, si vous suivez ça, si vous êtes concerné, énormément de contentieux avec la France et même l'Europe sur les prélèvements sociaux des non-résidents. Donc la loi a beaucoup changé depuis une dizaine d'années et la dernière mouture fait que pour être exonéré de CSG-CRDS, il faut être rattaché à la sécurité sociale d'un pays européen ou de la Suisse. Mais si vous êtes rattaché, comme vous, à la sécurité sociale, a priori en plus française, clairement, ça veut dire que vous devez toujours payer la CSG-CRDS. Donc, ça fait en gros 9,7%, plus les 7,5% de prélèvement de solidarité qui s'appliquent à tout le monde. Donc, ça vous fait toujours vos 17,2% de prélèvements sociaux, comme si vous étiez résident français. Donc, en effet, dans votre situation sur vos revenus fonciers, c'est normal. Et par rapport à vos retraites, il faudrait juste regarder que vous êtes bien considéré comme un non-résident, parce qu'en règle générale, il y a quand même un tout petit peu moins de charges sociales. Par contre, il y a une cotisation maladie qui peut être majorée. Donc là, voilà, vérifiez juste si vous êtes bien, on va dire, socialement, au niveau de la retraite, considéré comme non-résident, mais globalement, l'écart est assez faible. Donc, a priori, votre situation est a priori normale. Très bien, merci pour la précision, Bertrand. On est à peu près à la moitié du webinaire, donc posez bien vos questions, les internautes. On a le petit onglet « Poser une nouvelle question » avec le petit onglet « Questions » en bas avec la petite cartouche « Poser une nouvelle question ». Donc, voilà, on a encore une demi-heure, donc posez bien vos questions. Si vous avez raté le début du webinaire ou si vous voulez le revoir ou si vous ne pouvez pas assister à la fin, n'oubliez pas également que vous recevrez un lien avec le replay à partir sur l'adresse à laquelle vous vous êtes inscrit quelques minutes après la fin du webinaire. Donc, voilà, pas de souci
si, évidemment, si vous souhaitez le revoir ou également le partager, évidemment, avec vos connaissances et vos amis. On a une question de Linda qui est à Laura, pardon, qui est à Singapour. Oui, alors Linda, c'est le pseudo, mais en tous les cas, c'est Laura qui nous pose la question. Elle a une résidence secondaire en Île-de-France. Elle paye donc ses taxes foncières et taxes d'habitation. Son fils vit chez ses grands-parents à Paris, mais son fils qui est majeur, il voudrait maintenant vivre dans cette résidence secondaire et elle demande qu'est-ce qui va se passer pour ces taxes. Alors, donc là, on parle bien des taxes, a priori, foncières et taxes d'habitation. Oui, c'est ça. Donc voilà, pour résumer, pour ceux qui suivent ça peut-être de loin, en tant que non-résident, la taxe d'habitation, comme son nom l'indique, c'est pour celui qui habite le logement au 1er janvier de l'année, et la taxe foncière, c'est pour le propriétaire du logement. Donc, si on a les deux casquettes, on peut avoir en effet les deux taxes. Et il y a une grande réforme en France qui a supprimé la taxe d'habitation. Donc ça, c'est vrai depuis cette année, pour les taxes d'habitation, mais uniquement lorsque c'est la résidence principale de celui qui habite le bien. Donc aujourd'hui, comme ce n'est pas votre résidence principale puisque vous êtes à Singapour, c'est logique que vous continuiez à payer la taxe d'habitation. Par contre, en effet, si c'est votre fils qui habite le logement et que c'est bien sa résidence principale au 1er janvier, là, on pourrait vous exonérer, a priori, de taxes d'habitation. Donc ça, c'est peut-être un point intéressant. Par contre, en matière de taxes foncières, c'est toujours vous qui êtes propriétaire du bien. Donc normalement, la taxe foncière ne devrait pas bouger. Et puis là, on commence à se rendre compte que la taxe d'habitation ayant été supprimée partiellement, en tout cas pour les résidences principales, l'impôt foncier, il a pas mal monté, et notamment sur Paris. Là, ça fait un peu polémique, je ne sais pas si vous suivez ça, mais il y a un peu de polémique en ce moment à Paris et dans d'autres villes de France où l'impôt foncier a beaucoup monté en 2023, parce que là, on vient de les recevoir, en effet. Très bien, merci beaucoup Bertrand. Allez les internautes, posez bien vos questions. On a la chance d'avoir nos trois experts là pour répondre à tous ces sujets qui sont extrêmement passionnants et pointus à la fois. Pierre, je vais peut-être te demander un petit peu quelle est la situation sur les marchés financiers internationaux à l'heure actuelle. On parle beaucoup de l'inflation, on parle beaucoup des taux d'intérêt. Est-ce que finalement c'est le bon moment pour faire des investissements? Est-ce qu'il faut mieux être un peu précautionneux, frileux, ou au contraire, c'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires? Alors effectivement, on a une année qui est assez intéressante puisqu'on a une année qui est dans l'ensemble très positive, notamment au sein des pays développés, donc les pays de l'OCDE. Si je reprends les progressions que j'ai indiquées sur 5 ans et que je les regarde depuis le début de l'année, l'indice français CAC 40 progresse de 12,5%, l'indice américain en euros progresse de 15%, le Nasdaq, qui est donc l'indice phare des valeurs technologiques américaines, progresse quant à lui de près de 30%. À noter que dans cette espèce d'euphorie des pays développés, les pays émergents ne sont pas associés. Notamment en Asie, on note le net retard du marché chinois, qui est quand même la deuxième économie mondiale, qui lui recule de 6,5% depuis le début de l'année. Tous les chiffres que je vous donne sont libellés en euros de manière à neutraliser les effets de change. Et tous les chiffres que je vous indique sont dividendes réinvestis. La Chine souffre, comme vous le savez, puisque vous êtes aux bornes de son pays, d'une crise immobilière extrêmement grave. L'immobilier représente à peu près un quart du PIB chinois. Par ailleurs, l'économie chinoise n'a pas du tout connu le rebond attendu post-déconfinement. La Chine a déconfiné plus tard, comme vous le savez évidemment. Et donc, effectivement, dans nos économies, en Europe, aux États-Unis, on a eu une espèce de sentiment d'euphorie, avec en plus une thésaurisation qui a été massive par les confinements, du fait des aides des États, qui ont permis à un ménage effectivement de consommer de manière très importante pendant les 2 années qui ont suivi, ce qui a permis de porter l'économie. Donc aujourd'hui, on a eu, si vous voulez, un début d'année qui est plutôt parti en fanfare. Ce qu'on observe, c'est que depuis maintenant 3 mois, les marchés européens sont à l'arrêt, c'est-à-dire qu'ils ne progressent plus. Ils ont même tendance, depuis maintenant fin juillet, à régresser. On a des baisses très fortes. Je prends un exemple assez emblématique, qui est la société LVMH en France, qui est la plus grosse capitalisation CAC 40, dont le cours est monté à 900 € au plus haut au 30 juillet dernier, et qui s'installe aujourd'hui sous les 700 €. Donc, on a quand même un retournement qui se met en place sur les actions. Je rebondis à présent sur le point d'Hervé, qui est de savoir si c'est le bon moment pour investir. Nous pensons qu'il faut réellement investir plutôt de manière régulière et pas tout mettre d'un coup, puisqu'évidemment, vous subirez les aléas du marché. J'ai évoqué la phase d'ascension qu'on a connue au début de l'année. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de régression. Donc, l'idée, c'est d'avoir un investissement qui est constant et surtout de ne pas avoir à retirer au moment où on aurait un besoin spécifique. Toujours conserver une poche de liquidité. On a donc ces marchés actions qui, dans l'ensemble, pour le moment, se portent encore très bien, malgré la correction que nous observons.
notamment dans les pays développés, comme je l'ai dit. Ce qui est intéressant aujourd'hui de constater aussi, c'est qu'un autre actif retrouve des couleurs, ce sont les produits obligataires, donc les titres de dette. Les obligations sont émises par les États et par les entreprises pour financer leurs dépenses d'investissement, pour financer de la croissance externe. Et donc, on a, comme vous le savez, des taux qui étaient sous zéro pendant quelques années, du fait des politiques monétaires ultra-expansionnistes menées par les banques centrales depuis la fin des années 2000 et qui se sont accentuées avec le fameux « quoi qu'il en coûte », qui a trouvé d'autres noms dans d'autres géographies. On voit par exemple Donald Trump qui avait versé des chèques directement aux ménages américains. Les États ont souhaité porter à bout de bras les entreprises, les ménages, pour soutenir l'activité alors même que celle-ci était à l'arrêt. Et donc, effectivement, on a eu aujourd'hui, cette période est arrêtée, puisque l'inflation a repointé, entre guillemets, le bout de son nez. Ça fait 35 ans, 40 ans qu'on n'avait pas vu d'inflation sous nos latitudes, à des niveaux très élevés. Je rappelle qu'aujourd'hui, au sein de la zone euro, l'inflation se situe encore à peu près à un niveau de 5,5%, avec des disparités très fortes en plus selon les États. Mais donc, effectivement, pour contrer cette inflation, les banques centrales remontent les taux d'intérêt. Et donc, aujourd'hui, on peut retrouver du rendement sur des produits obligataires qui sont des produits moins volatiles que les actions. La stratégie que nous conseillons, c'est de faire ce qu'on appelle du portage, c'est-à-dire que vous achetez l'obligation et vous la portez jusqu'à son échéance. Donc, vous allez subir une variation du cours puisque les obligations cotent en permanence sur les marchés, comme les actions. En revanche, vous serez remboursé a priori à la valeur d'émission du capital, donc généralement une valeur de 100. Et puis, sur la période, vous aurez encaissé les coupons. Donc, c'est ça qui est important, c'est que les obligations vous permettent d'avoir un revenu qui est prévisible et qui est certain. Alors avec effectivement un risque de défaut qui peut exister. Il y a un émetteur en ce moment dans votre zone qui agite beaucoup la communauté financière, c'est Evergrande, ce très grand promoteur chinois qui est l'un des plus grands émetteurs de dette au niveau mondial et qui a fait défaut récemment sur des coupons. Donc il faut être très rigoureux dans cette sélection. Mais effectivement, on a eu des marchés qui se sont plutôt bien comportés depuis le début de l'année. Une chose que nous surveillons tout de même à court terme, c'est l'explosion du prix du pétrole, qui effectivement est en bas à $70 le baril à l'été. Face à un tel prix, les grands pays producteurs, notamment l'Arabie Saoudite et la Russie, ont décidé de couper la production à 3 reprises. Et aujourd'hui, on a un baril américain qui revient sur des niveaux de $95, donc des niveaux très chers, et qui vont probablement effectivement contribuer à ralentir un peu plus l'activité et à alimenter à nouveau l'inflation, là où les banques centrales pensaient effectivement avoir gagné leur combat. Donc tout ça est à surveiller, mais la conclusion de ce message, c'est bien d'être investi sur le long terme et de rentrer régulièrement dans le marché. Parfait. Merci Pierre pour ce panorama très, très complet et très précis. On a une question de Nicolas qui demande, après un retour d'expatriation en France, il bénéficie donc de la situation fiscale allégée les 6 premières années en cas de Et alors, qu'est-ce qui se passe en cas de réexpatriation au bout de 5 ans? Est-ce qu'il existe une exit tax? Alors, je ne sais pas, désolé, j'espère que c'est clair, Bertrand. Oui, en gros, il a été expatrié. Je pense avoir compris. Et en effet, donc l'exit tax existe en France et en effet s'applique à partir de 5 années de résidence fiscale. Donc, en gros, tant qu'on reste moins de 5 ans, on n'est pas soumis à l'exit tax. À partir de 5 ans, on est soumis à l'exit tax. Et qu'est-ce que l'exit tax? En gros, c'est de déclarer ses plus-values financières, ses plus-values latentes financières sur son portefeuille titre. Bon, il y a des conditions, il faut avoir plus de 800 000 euros de compte titre ou avoir plus de 50% d'une société. Mais dès lors qu'on dépasse les 5 ans et ces seuils-là, on doit déclarer les plus-values latentes. Et ensuite, la situation elle est plus ou moins compliquée selon le pays vers lequel on part. Il y a des pays où c'est vraiment une déclaration très light. Et il y a des pays où c'est beaucoup plus complexe parce qu'en gros, il faut faire des formalités avant de quitter la France et parfois donner des sursis de paiement de cette plus-value latente. En gros, la France veut taxer à 30% cette plus-value latente. Et donc, si on part en effet dans des pays, si on repartait dans des pays asiatiques, souvent, ils ont une convention fiscale où il manque une clause pour avoir justement un sursis de paiement automatique. Donc, ça veut dire qu'il va falloir donner des garanties de paiement sur l'exit tax. Donc, en gros, si vous pouvez être concerné, soit à titre personnel, soit familialement, par l'exit tax, oui, faites très attention au délai de 5 ans. Ok, très bien, c'est très clair. Frédéric, il nous parle des crypto-monnaies. Donc, il est résident en Thaïlande, Frédéric, il a déjà posé une question. Il demande si on doit informer le fisc français des mouvements décentralisés, donc par exemple de l'achat et de la revente de crypto-monnaies, j'imagine. Qu'en est-il, Bertrand? Comment ça se passe? Alors, honnêtement, je n'ai pas eu beaucoup de cas là-dessus parce que nous, on n'est pas très, je laisserai Pierre dire un mot là-dessus, mais
on n'est pas très proactif sur les crypto-monnaies. Donc, en gros, on n'en a pas à la Banque Transatlantique. Donc, j'ai assez peu de cas d'application. Ce que je peux vous dire sur la partie française, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur la partie thaïlandaise, mais moi, je n'irai pas. Je ne connais pas le régime fiscal des cryptos en Thaïlande. Mais en tout cas, en France, normalement, on ne taxe pas les non-résidents sur les cryptos. Donc, si vous êtes résident de Thaïlande, même si votre crypto pourrait potentiellement être considéré comme basé en France, normalement, il n'y aura pas de fiscalité ni d'information du fisc français. Par contre, quand on est résident de France, là, clairement, il y a des informations et une taxation, là, globalement, à la flat tax de 30% quand on sort de la crypto. Ouais, effectivement, la fiscalité des crypto-monnaies a beaucoup évolué, puisqu'à l'origine, il n'y avait aucune taxation. C'était un peu le no man's land lorsque ces actifs sont apparus, si tant est qu'on puisse les qualifier d'actifs d'ailleurs. On pouvait considérer ça comme un mouvement de change, simplement, le fait de vendre de l'euro contre le dollar, qui en France est quelque chose qui n'est pas nécessairement taxé. Je rappelle, pour aller plus en détail et approfondir le point qu'a souligné Bertrand, que notre maison mère, donc le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a une position extrêmement conservatrice vis-à-vis des crypto-actifs. Il y a eu beaucoup de problèmes de fraude en France, il y a des problèmes de liquidité sur ces actifs. Souvent d'ailleurs, le dépôt ne se fait pas en France, mais sur des plateformes qui sont hébergées dans des pays d'Europe de l'Est, d'Asie centrale ou même d'Asie du Sud-Est. Donc nous avons une approche qui est relativement conservatrice et qui est d'ailleurs plutôt l'approche de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui est notre régulateur national et qui également émet très régulièrement des avis, des avertissements pour protéger les épargnants. On a beaucoup vu, notamment pendant la très forte phase d'inflation des crypto-monnaies, donc 2020-2021. On a vu des gens s'engouffrer sur cette classe d'actifs en n'y connaissant pas grand-chose nécessairement, rentrant au plus haut et qui ensuite se retrouvaient dans des panades au moment de sortir. Donc, on a une position qui est extrêmement prudente sur ces actifs. Et puis, par ailleurs, pour vous donner notre exemple, nous n'avons, nous, en gestion, même pas le droit d'acheter des entreprises qui évoluent dans le monde des crypto-monnaies. Alors, je prends l'exemple de Coinbase, qui est une très grosse plateforme cotée en bourse, qui est une société américaine que vous connaissez probablement. Eh bien, il nous est interdit d'acheter dans les mandats de gestion cette société, puisqu'effectivement, notre entreprise n'a pas vocation à promouvoir ce type d'éléments. Très bien, c'est un message qui est très clair. Merci beaucoup. Philippe. Pardon Hervé, du coup sur la partie Thaïlande, un petit commentaire, je n'ai pas non plus la réponse. Par contre, je parlais des synergies dans le groupe. On a un représentant du CIC qui est en Thaïlande qu'on peut solliciter. On a d'ailleurs une action en novembre sur la Thaïlande et on pourra à ce moment-là, Frédéric, poursuivre les discussions si vous voulez nous se rapprocher de nous et on pourra vous apporter une réponse dans un second temps sur ce sujet. Parfait, super. Question de Philippe, c'est le retraité tout à l'heure qui est basé en Thaïlande et qui demande si conclure un PACS avec sa compagne thaïlandaise, est-ce que ça changerait quelque chose pour son imposition? Je vous rappelle qu'il perçoit des retraites depuis, et des revenus immobiliers depuis la France. Donc, s'il était pacsé, par exemple, est-ce que ça changerait quelque chose? Oui, si vous faites c'est en effet, si Philippe fait un PACS, en France, donc reconnu en France, parce que c'est vrai que je ne sais pas si la notion de PACS existe aussi en Thaïlande, mais en tout cas, pour que ce soit opposable, il faut que ce soit opposable en France, si on veut qu'il y ait des conséquences en France. Donc, admettons que ce soit plutôt un PACS français. Oui, ça a une grande influence parce que les partenaires pacsés doivent faire une déclaration commune de leurs revenus. Donc, ça voudra dire qu'il va falloir potentiellement, si votre compagne a des revenus de source française, les intégrer. Si elle n'en a pas, globalement, ça pourrait potentiellement améliorer votre situation fiscale parce que vous auriez 2 parts de quotient familial au lieu peut-être aujourd'hui une seule part de quotient familial et donc potentiellement limiter, on va dire, la progressivité de l'impôt. Donc, ça pourrait peut-être avoir une conséquence fiscale en impôt sur le revenu, en tout cas, favorable pour vous. Merci pour cette réponse. Bertrand, une question de Jacques, qui est résident à Singapour et qui est bénéficiaire d'assurance vie française. Il est soumis au régime général des prélèvements et il demande que se passe-t-il au décès du souscripteur. D'accord. Alors, je pense comprendre que ça doit être les prélèvements sociaux. Oui, c'est ce que j'imagine. Dont Jacques doit parler, j'imagine, parce qu'en effet, en France, c'est un système un peu compliqué et ça, c'est vrai qu'on l'oublie. En tout cas, quand on est résident français et qu'on a un contrat d'assurance vie dit en unité de compte, c'est-à-dire placé sur les marchés financiers et pas que du fonds euro, en cas de décès du souscripteur assuré, il y a d'abord une taxation aux prélèvements sociaux et ensuite éventuellement une taxation sur la partie transmission.
avec en effet en matière d'assurance vie des règles spécifiques sur la partie transmission. Vous voyez, il y a 2 couches, si je puis dire, d'imposition. Une première couche des prélèvements sociaux qui passe en premier, et ensuite une deuxième couche sur les droits de mutation, soit des droits de succession, soit des droits spécifiques selon la nature du contrat d'assurance vie. Donc l'avantage, pour maintenant répondre à votre question, c'est que quand on est non-résident, on n'est pas soumis aux prélèvements sociaux sur les produits financiers. On peut être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers, sur les plus-values immobilières, on l'a vu tout à l'heure, éventuellement si on a bien sûr une retraite de source française, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'autre question. Donc là, vous, dans votre situation en tant que résident à Singapour, par contre, vous êtes bénéficiaire, pardon, j'avais mal lu, vous êtes bénéficiaire des contrats d'assurance vie. Donc, ce n'est pas le bénéficiaire qui est important. On va regarder en gros la résidence fiscale du souscripteur assuré du contrat. Donc, s'il est français et que vous êtes bénéficiaire à Singapour, si le souscripteur assuré est français, là, il va y avoir des prélèvements sociaux. Voilà. Très bien, parfait. Allez, les internautes. Il nous reste encore une quinzaine de minutes. Posez vos questions. Profitez de l'expertise de nos amis de la Banque Transatlantique présents avec nous. Pierre, j'ai une petite question par rapport au marché des devises sur la zone ASEAN. Comment se porte-t-il? Est-ce qu'il y a des fortes fluctuations? Est-ce que c'est un marché sur lequel tu recommanderais d'investir? Alors effectivement, on a observé cette année des éléments très importants. D'abord, au niveau mondial, un élément fondamental, c'est la très forte appréciation du dollar américain. Puisqu'en effet, comme vous le savez, j'ai évoqué les resserrements monétaires en place depuis maintenant 2 ans et demi sur l'ensemble de la planète. La première grande banque centrale à avoir emboîté le pas, ce fut la Banque centrale américaine, la Fed, qui a commencé à augmenter ses taux dès la fin de l'année 2021. Je rappelle que l'année 2022 a été une année un petit peu cataclysmique sur les marchés. Vous l'avez peut-être vu. Les marchés, notamment Nasdaq aux États-Unis, ont baissé d'environ 30%. Et surtout, l'année 2022 s'est caractérisée par une baisse concomitante des actions et des obligations. La valeur des obligations de l'État fédéral américain, des Treasuries, a baissé d'environ 20% sur l'année 2022. C'est un phénomène qui est extrêmement rare. Ça s'est produit peut-être 3 ou 4 fois au XXe siècle, d'avoir une concomitance entre la baisse de ces 2 classes d'actifs. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et pour aller plus loin et répondre à la question, dans le même temps que la Banque centrale américaine montait ses taux, ceci générait une appréciation du dollar. Et donc, si on observe aujourd'hui le cours du dollar contre les grandes devises asiatiques, je pense évidemment au yuan chinois et au yen japonais, on a eu une très très forte appréciation du dollar face à ces 2 devises. Je rappelle que le Japon et la Chine sont les 2 économies les plus grosses du monde derrière les États-Unis. Pourquoi un tel effondrement de ces devises face au dollar? Parce que de manière assez atypique, ce sont les 2 seuls pays au monde qui continuent de mener des politiques monétaires dites expansionnistes. Alors chacun des 2 États le fait un peu à sa manière, à sa sauce. Les Japonais ont une méthode traditionnelle, quoi qu'elle ne le soit plus réellement, c'est-à-dire que c'est la banque centrale qui est à la manœuvre. La banque centrale japonaise, aujourd'hui, a cette spécificité, c'est qu'elle continue d'acheter des actifs, donc non seulement de la dette, mais surtout, et ça c'est très spécial, elle achète des actions. La banque centrale japonaise est aujourd'hui la première détentrice d'actions japonaises au niveau mondial. C'est assez étonnant. Vous savez que le Japon est empêtré dans une espèce de croissance molle et de déflation depuis des dizaines d'années. Ce sont les fameuses 3 décennies perdues, dont vous avez probablement entendu parler. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater d'un point de vue d'observateur, c'est que la Chine est en train d'aller à peu près sur le même chemin. La Chine aujourd'hui est en déflation. C'est un phénomène qui est extrêmement atypique, puisque j'ai parlé d'inflation depuis le début des questions que vous m'avez soumises. Et donc aujourd'hui, le seul pays du monde, et c'est pourtant la 2e économie mondiale qui est dans cette configuration, c'est la Chine. Les ménages sont très défiants de l'avenir de leur pays. Le chômage est au plus haut. Vous avez probablement vu que le gouvernement chinois ne publie plus de statistiques sur le chômage des jeunes. Il y a cette crise immobilière très importante. Et donc, pour soutenir l'activité, la Chine, en fait, sans intervenir par le biais de la Banque centrale, offre aux banques des libéralités, c'est-à-dire qu'en fait, elle réduit le carcan des ratios réglementaires, des ratios de solvabilité, pour permettre aux banques de prêter, et donc de générer du crédit. Puisque toujours, rappelons-le, l'essentiel de la masse monétaire qui est créée est le fait des établissements bancaires. Lorsque vous souscrivez un crédit immobilier, ex nihilo, la banque crée de la monnaie. La banque centrale, elle, crée de la monnaie en achetant la dette des États, mais c'est bien les banques centrales, les banques commerciales, qui sont à la manœuvre. Donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant de constater et d'observer, c'est que les grandes devises asiatiques ont fortement perdu de leur valeur face au dollar américain.
Il y a quelques spécificités, notamment le dollar Hong Kong ou le baht thaïlandais. La Thaïlande est une économie à taux de change fixe. On ne peut pas acheter de baht hors de Thaïlande. En France, je ne peux pas aller acheter des bahts au bureau de change. C'est ce qui permet à la devise de tenir. La Banque centrale thaïlandaise est très active sur la protection de son taux de change. Mais notons que les deux grands cœurs de l'économie asiatique, donc Chine et Japon, connaissent une extrême dégradation de leur devise face au dollar depuis 1 an et demi et que nous ne voyons pas à court terme de signes de modification de cette tendance. En 2 mots, Pierre, pour répondre à une question de Frédéric, il demande si vous préconisez l'investissement en or, donc sur l'or, et il demande également l'euro va-t-il tenir le choc? Alors, la deuxième question est intéressante. Je vais m'attarder un peu dessus. Je vais d'abord répondre à l'or. Alors, nous, on a une analyse un petit peu, on va dire, académique au début, qui est de considérer que l'or n'est pas un actif financier. Un actif financier se caractérise par le fait qu'il génère des flux. Une obligation dégage des coupons, comme je l'ai évoqué. Une action verse des dividendes. L'or est un élément qui ne génère pas de revenus. En revanche, l'or a d'autres avantages, notamment en période d'inflation. Il permet effectivement d'éviter une détérioration de la valeur de son capital. Toutefois, on constate que l'or joue de moins en moins son rôle de valeur refuge. Si on observe le cours de l'or sur une très longue période, je vais me projeter sur une 50aine d'années, donc depuis les années 70 à aujourd'hui. Et donc, si vous observez l'évolution du cours de l'or face à des très grands chocs géopolitiques, la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, la révolution iranienne, ce sont des moments où l'or s'était envolé et jouait parfaitement son rôle de valeur refuge. Celui-ci ne s'est pas manifesté lorsqu'on a eu des tensions récentes. Je pense à la deuxième guerre d'Irak, je pense à la reprise des talibans par Kaboul il y a maintenant 1 an et demi. Je pense à la pandémie, évidemment. Donc, l'or joue un peu moins son rôle de valeur refuge. Pour ce qui est de la deuxième partie, qui va demander des développements un peu plus poussés, aujourd'hui, il y a une chose qui commence sérieusement à nous interpeller. J'ai parlé de la remontée des taux d'intérêt. Et aujourd'hui, on voit qu'en Europe, on a des pays qui connaissent une envolée de leur taux à 10 ans. Je pense notamment à l'Italie. Le taux 10 ans italien est aujourd'hui à 4,60, ce qui est relativement élevé. L'Italie, comme vous le savez, est le pays le plus endetté de la zone euro en montant et en ratio dette sur PIB. Le ratio dette sur PIB de l'Italie frôle les 150%. Et donc, effectivement, il y a une masse de capitaux à refinancer en permanence avec un système financier qui est extrêmement fragilisé parce que fragmenté. Aujourd'hui, ayant en tête, c'est assez atypique, que le 10 ans italien est plus élevé que le 10 ans grec. Aujourd'hui, la dette à 10 ans en Italie est à 4,60 comme je l'ai évoqué. La dette à 10 ans grecque, elle est à 4,30. Donc, elle est un peu mieux. La Grèce est saluée actuellement pour effectivement ses performances macroéconomiques et financières qui se sont faites avec un coût social très élevé, c'est très clair, mais qui aujourd'hui ont permis de remettre le pays sur les rails. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater, c'est que la BCE s'est clairement dotée d'un objectif implicite de défense de l'euro et de préservation de la zone. Donc, on n'est pas du tout dans un scénario, nous, d'implosion de la zone euro. On ne croit pas du tout à ce phénomène, ni à ce scénario. L'Europe montre quand même une économie qui est relativement soutenue. L'Europe et l'euro ont très bien tenu le choc de la pandémie. En revanche, il est à craindre effectivement dans les 18 mois qui viennent que les sujets que nous avions connus en 2011, 2012, donc de faiblesse et de défiance, on peut même dire, vis-à-vis de certains émetteurs souverains au sein de la zone, se représentent, et notamment sur le risque italien que j'ai évoqué. Vous avez probablement vu dans la presse également que la France s'apprête l'an prochain à emprunter environ 240 milliards d'euros. Donc, c'est du jamais vu. Alors, c'est du jamais vu parce qu'évidemment, le taux de la dette a explosé, le montant de la dette a explosé depuis la pandémie. Et ça, c'est propre à l'ensemble des pays du monde. En revanche, ce qui était un peu plus gênant, c'est qu'il y a encore 2 ans, les États pouvaient s'endetter à des taux proches de 0, voire des taux négatifs, comme pour le cas de l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, l'argent a à nouveau un loyer assez important. J'ai parlé de 4,60 pour le taux italien. La seule chose qui vient un petit peu aider les États, c'est l'inflation. Puisque l'inflation permet de rembourser, entre guillemets, en monnaie de singe. Je mets bien entre guillemets parce qu'on est sur des taux élevés, mais qui ne sont pas non plus des taux insoutenables. Les taux d'inflation que nous connaissons ne sont pas les taux qu'on observe au Pakistan, en Indonésie, en Turquie, qui sont des pays où l'inflation est très élevée, parce que ce sont des pays souvent qui importent des biens alimentaires, qui supportent de plein fouet la hausse du prix des denrées alimentaires et du prix de l'énergie. Mais donc, effectivement, une attention devra être probablement portée en allocation stratégique en 2024 sur la durabilité et la soutenabilité de la dette de certains pays de la zone, avec effectivement probablement des répercussions sur la parité euro-dollar. D'ailleurs, si je peux compléter et terminer là-dessus, on a un dollar qui s'est très nettement renforcé contre l'euro depuis maintenant 2 mois. On était à 1,12 à peu près fin juillet. On est aujourd'hui à 1,05. On a cassé 1,06 il y a 2 jours.
Et donc, ça, c'est aussi la preuve d'une certaine défiance vis-à-vis de la monnaie unique. Donc, on est attentiste, mais on n'est pas du tout dans un scénario catastrophe. Ok, merci pour la réponse très, très précise, Pierre. Allez, on aborde les toutes dernières questions des internautes avant le mot de la fin. On a EL, je ne sais pas, bon, peu importe, donc, qui était résident à Singapour, qui a mis en location un bien en France en LMNP, donc loueur meublé non professionnel, pour un total annuel supérieur à 23 000 €. Elle n'a pas d'autres revenus en France. Quel sera son traitement fiscal, Bertrand ? Alors, son traitement fiscal, c'est vrai que si on a plus de 23 000 € de recettes et aucun autre revenu, on va être loueur en meublé professionnel et pas loueur en meublé non professionnel. Alors, en matière d'impôt, globalement, ça ne change rien. Hein, c'est juste d'autres cases à déclarer. Par contre, ça peut changer en matière de sécurité sociale, où là, on n'est plus à la CSG-CRDS au 17.2, mais on peut passer en effet au régime social des indépendants. Donc ça, c'est plus une conséquence sociale qui peut être un petit peu ennuyeuse qu'une conséquence fiscale. Voilà. D'accord, très bien. Je profite juste de répondre à Laura qui demande si j'ai d'autres questions sur les taxes impôts après ce webinaire. Sera-t-il possible de vous contacter et comment? Alors, vous recevrez déjà le lien du replay, mais vous recevrez également une communication de la Banque Transatlantique avec les contacts donc de Cédric, Bertrand, Pierre. Donc, il n'y aura pas de difficulté pour prendre contact, bien entendu, Laura, pour que vous puissiez échanger avec nos experts en direct. Une question de Michel, Bertrand, qui demande quels sont les avantages d'être basé à Singapour ou en Thaïlande si on ne vend pas son portefeuille ou son assurance vie, j'imagine qu'en France. Donc finalement, est-ce que, je sais pas, à partir du moment où je suis expatrié ou je vais m'expatrier, est-ce que c'est plus intéressant de solder ces actifs-là? Oui, alors au niveau de la fiscalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, en matière de portefeuille titre, si vous avez des obligations ou des SICAV monétaires, vous ne payez pas d'impôt, zéro. Donc c'est quand même pas mal. En France, c'est dur de faire mieux que zéro, en tout cas. Sur les dividendes, vous avez du 12,8% si c'est des dividendes d'actions françaises, du type LVMH, comme disait Pierre tout à l'heure, par exemple. Et si vous avez en effet de l'assurance vie, là pour le coup, ça dépend un peu de la date de souscription de votre contrat d'assurance vie, mais déjà vous n'aurez pas les prélèvements sociaux, donc il ne reste plus que la partie impôt sur le revenu. Si le contrat est un peu ancien et a plus de 8 ans, en gros vous paierez 7,5% d'impôt sur le revenu si vous faites un rachat de votre contrat d'assurance vie. Et si vous n'y touchez pas, de toute façon il n'y aura pas d'impôt. Il n'y aura pas d'impôt en France. Donc, en effet, la question peut se poser, est-ce que je le maintiens? Est-ce que je le rachète? Après, ça dépend peut-être aussi, est-ce que vous allez revenir en France bientôt ou pas du tout? Enfin, voilà, après, il faut faire une étude un peu plus globale. Mais globalement, la fiscalité, en tout cas, entre France et Singapour, elle est quand même plutôt très intéressante. Alors, une question de Laura, avant d'aborder vraiment le mot de la fin, qui demande, est-ce que je devrais payer une taxe de logement vacant? Donc, si par exemple, elle a une résidence secondaire en France qui n'est pas occupée, parce qu'il y a la taxe foncière, la taxe d'habitation, est-ce qu'il y a une taxe spécifique parce que le logement est vacant, par exemple? Oui, mais il faut que le logement soit vacant. Donc, je ne sais plus s'il y a un lien avec la question tout à l'heure, si c'était le fils qui… Si le fils habite dedans, là, le logement n'est pas vacant, la question ne se pose pas. Par contre, en effet, si le logement reste vacant, alors il y a des conditions à respecter, ce n'est pas 3 mois, c'est sans doute quelques années pour qu'il soit vacant. Et là, en effet, il y a une taxe spécifique qui peut dépendre aussi un petit peu des communes. Donc, il faut regarder ça. Et je crois que j'avais vu une question, en effet, si votre fils habite le logement et que c'est votre résidence principale, c'est sa résidence principale, il n'y aura pas de taxe d'habitation. Très bien, parfait. Allez, on va peut-être conclure avec un mot de la fin. Cédric, peut-être nous dire un petit peu quel conseil tu donnerais en particulier à tous nos internautes, alors sachant que vous serez mis en relation, bien entendu, mais pour finalement conclure un petit peu ce webinaire. Pour conclure, donc je donne et peut-être retenir que ce point d'entrée, c'est banquetransatlantique.com. Notamment, ça répond à la question de Laura, parce que vous aurez les coordonnées dessus, rubrique internationale, bureau et filiale, et vous aurez les coordonnées de chacune des implantations. Et puis utiliser celle de Singapour en l'occurrence pour
nos compatriotes qui sont basés en Asie. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de personnes sur la Thaïlande, donc on a une action sur la Thaïlande et autres pays de l'ASEAN. Et puis on sera ravis de toute façon de faire le passage et les introductions avec nos experts, que j'en profite pour remercier, pour les autres implantations. Et puis merci au Petit Journal, merci Hervé aussi de ces échanges toujours aussi intéressants. Super. Bertrand, peut-être un mot de la fin aussi sur cette partie fiscale, finalement, le bon conseil à retenir en général. Disons qu'il y en a beaucoup, il y en a eu des questions un peu diverses, mais voilà, c'est vrai que là, vous êtes dans une fiscalité quand même française qui est beaucoup plus privilégiée en tant que non-résident qu'en tant que résident de France, en tout cas notamment sur la partie financière. C'est vrai que sur la partie immobilière, c'est globalement moins intéressant quand on est dans les pays d'Asie, notamment par rapport au 17.2 de prélèvements sociaux. Mais sur la partie financière, ça reste quand même extrêmement pertinent. Et puis en effet, si jamais il y a un retour en France qui est possible, d'envisager un certain nombre peut-être d'opérations, peut-être avant le retour en France. Et donc là, évidemment, Cédric est aussi un expert de toutes ces questions-là. On sera ravis d'y répondre. Et donc, merci Hervé pour une animation très dynamique de ce webinaire. C'est gentil. Non, c'est moi qui vous remercie. Donc, je rappelle ce webinaire, toutes les questions que vous posez sur votre fiscalité en expatriation. Donc, dans quelques instants, vous recevrez, chers internautes, le lien du replay. Donc, vous pourrez le voir en replay. Il y aura également un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube. Donc, ça sera très facile à partager à vos connaissances, à vos amis. Un grand merci à Cédric Figlioni, directeur du bureau de représentation de la Banque Transatlantique à Singapour. Bertrand Cosson, directeur de l'ingénierie patrimoniale France à la Banque Transatlantique. Pierre Carpentier, directeur du développement de la finance durable d'Ubli Transatlantique Gestion. Merci à tous les trois. Merci les internautes. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée selon où vous êtes. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur lepetitjournal.com et pour d'autres webinaires. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci de votre écoute. Au revoir. Merci.